Bonjour, on est toujours sur le chapitre sur le réflexe myotatique, c'est la séance 4, et comme d'habitude, on va commencer par corriger la séance précédente. Alors tout d'abord, je vous rappelle où on en est dans ce cours. On a vu que l'étirement du muscle était détecté et cela envoyait un message nerveux sensoriel par un neurone sensoriel dont le noyau était situé dans le ganglion rachidien, que ce neurone sensoriel passait par la racine dorsale de la moelle épinière et faisait synapse au niveau de la substance grise de la moelle épinière avec un neurone moteur. Donc le message nerveux sensoriel est transmis au neurone moteur qui à son tour envoie un message nerveux, cette fois-ci moteur, qui va faire synapse au niveau des fibres musculaires, donc au niveau de la terminaison entre le neurone moteur et la fibre musculaire. Et on a dit que ce message nerveux était de nature électrique. Sauf qu'on a vu que selon le choc réalisé sur le tendon, la contraction en réponse n'était pas avec la même intensité. Un petit choc entraînait une petite contraction, un gros choc entraînait une grosse contraction. Or, le message parcourt le même neurone à chaque fois. Donc ça veut dire que ce neurone, il est capable de comprendre, enfin de transmettre la différence qu'il y a entre une petite stimulation et une forte stimulation. Donc le message nerveux, il a beau être de nature électrique, il est codé. Il ne contient pas la même information à chaque stimulation. Il contient une information qui est à chaque fois relative à l'intensité de la stimulation. Et cela va permettre au neurone moteur d'envoyer également lui aussi une information à chaque fois légèrement différente, à chaque fois une information qui est relative à la contraction de la fibre musculaire qui doit avoir lieu. Donc le message nerveux est codé. On avait dit que ce message nerveux, c'était une variation du potentiel électrique de la membrane du neurone. De base, la membrane du neurone a un potentiel de repos de moins 60 millivolts, c'est-à-dire que la membrane plasmique du neurone est chargée négativement, il y a plus de charge négative à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et on voit dans l'expérience que vous aviez analysée que si on fait une faible stimulation du neurone, le neurone ne répond pas. Le potentiel de membrane reste constant, il reste au repos. Cela signifie qu'en fait, il y a un seuil d'excitabilité des neurones. En dessous d'une certaine intensité de stimulation, le neurone ne transmet aucun message. En revanche, si on augmente légèrement l'intensité de stimulation, on observe bien le message nerveux, on reconnaît notre potentiel d'action qui est une dépolarisation de la membrane plasmique. Ici, on voit donc la membrane avec son potentiel de repos, le potentiel d'action, donc une dépolarisation, il devient positif, ce potentiel de membrane, puis il redevient négatif, il se repolarise pour retrouver son potentiel de repos. Et ici, pendant la durée de la stimulation, on observe 5 potentiels d'action. Donc 5 potentiels d'action, c'est ce qui correspond au message lié à cette intensité de stimulation-là. Lorsqu'on augmente l'intensité de la stimulation, on observe que les potentiels d'action ne changent pas d'amplitude. L'amplitude du potentiel d'action est toujours la même. Donc le message n'est pas codé en amplitude. On aurait pu se dire que selon l'intensité de la stimulation, l'amplitude, la taille des potentiels d'action allait varier, un petit peu comme on avait ici des variations d'amplitude pour la contraction. Eh bien non, le potentiel d'action a toujours la même amplitude, quel que soit le message transporté. Par contre, ce qui change, et c'est là que le codage se fait, c'est le nombre de potentiels d'action sur un certain laps de temps. Un nombre sur un laps de temps, c'est une fréquence. On voit que la fréquence de potentiel d'action augmente lorsque l'intensité de la stimulation augmente. Ici, on est passé de 5 potentiels d'action sur ce laps de temps-là à 10 potentiels d'action sur ce laps de temps-là. Donc le message nerveux est de nature électrique et il est codé en fréquence. C'est parce que le neurone transporte des messages avec des fréquences de potentiel d'action différentes qu'il arrive à faire la différence entre une stimulation faible et une stimulation forte. Et de la même façon, c'est parce que le message nerveux moteur peut avoir une fréquence différente, peu de potentiel d'action ou beaucoup de potentiel d'action, que la fibre musculaire va soit se contracter faiblement, soit se contracter fortement. Voilà pour le bilan de la séance précédente. Et maintenant, on passe à l'activité du jour. On a vu que le message était de nature électrique, qu'il contenait une information et qu'il était codé en fréquence. Plus la fréquence est grande, plus la stimulation a été forte au départ et plus la contraction va être forte à la fin. Mais maintenant, comment ce message nerveux est-il transmis au niveau des synapses? On sait comment il parcourt les neurones, mais on ne sait pas comment il passe d'un neurone à l'autre. Comment le neurone sensoriel donne-t-il l'information au neurone moteur? Comment le neurone moteur donne-t-il l'information à la fibre musculaire? Donc ici, on a une synapse entre deux neurones, une synapse neuroneuronique.
Ici, on a une synapse entre un neurone et une fibre musculaire, une synapse neuromusculaire. Et dans ce chapitre, on s'intéresse à la synapse neuromusculaire. Donc, comment le message nerveux moteur est-il transmis au niveau de la synapse à la fibre musculaire qui suit? Donc, on retrouve ici cette image qui vous montre à quoi ça ressemble. En vrai, on a l'arrivée donc du motoneurone, de la fibre nerveuse motrice, qui est en contact avec la fibre musculaire. On a donc bien ici une synapse neuromusculaire. Alors au niveau de cette synapse neuromusculaire, ici on a un dispositif expérimental qui est schématisé. On retrouve un neurone moteur, on retrouve notre fibre musculaire, donc la jonction entre le neurone moteur et la fibre musculaire, c'est ça qui s'appelle la synapse. Et on dispose de deux électrodes, une pour stimuler, une pour enregistrer. Lorsqu'on stimule un neurone, on a vu qu'il transmettait un message et que ce message, c'était un train de potentiel d'action dont la fréquence permettait de coder l'intensité du message. Donc, on sait que le message, c'est une variation du potentiel de membrane sous forme de potentiel d'action. Et ici, on enregistre également le potentiel de membrane, mais attention, cette fois-ci, c'est pas le potentiel de membrane du neurone, c'est le potentiel de membrane de la fibre musculaire. Et on voit qu'il y a un potentiel de membrane dans la fibre musculaire et que peu de temps après la stimulation du neurone moteur, le message est transmis du neurone moteur à la fibre, et la fibre, qu'est-ce qu'elle va répondre? Elle va faire varier son potentiel de membrane, et ça s'appelle le potentiel d'action musculaire. Donc il ne faut pas confondre potentiel d'action musculaire et potentiel d'action tout court. Le potentiel d'action, c'est le message nerveux qui parcourt le neurone. Lorsqu'il est transmis par la synapse à la fibre musculaire, on observe en réponse une variation du potentiel de membrane de la fibre musculaire, et ça s'appelle le potentiel d'action musculaire. Et c'est ce potentiel d'action musculaire qui va être responsable de la contraction du muscle. Donc maintenant, regardons ce qui se passe, comment le message nerveux électrique a pu être transmis au niveau de la synapse pour provoquer ce potentiel d'action musculaire. Alors si on regarde au microscope électronique à transmission, on a ici la terminaison d'un neurone moteur, qui correspond dans le schéma à cette partie jaune, la fin du neurone moteur. On a en bas à gauche le début d'une fibre musculaire, qui correspond dans le schéma à toute la partie rose ici. Et on a cette séparation entre la cellule ici, la cellule nerveuse, le neurone moteur, et la cellule ici, la cellule musculaire, la fibre musculaire. On a donc un espace entre les deux cellules. Cet espace, c'est ce qu'on appelle la fente synaptique. Donc toute cette photo représente une synapse. La synapse, c'est la terminaison du neurone, le début de la cellule qui suit, et la séparation entre les deux cellules, entre le neurone et la fibre musculaire dans le cadre de la synapse neuromusculaire, donc la fente synaptique. Et ce qu'on observe, c'est qu'à la fin du neurone moteur, à sa terminaison, on a plein de petites boules, plein de petites vésicules, et ces vésicules contiennent une substance chimique qui s'appelle l'acétylcholine. Au niveau des synapses neuromusculaires, c'est l'acétylcholine qui est contenue dans ces vésicules, et l'acétylcholine est une molécule qui appartient à la famille des neurotransmetteurs, c'est-à-dire des molécules qui servent à transmettre le message nerveux. On observe ici, sur cette nouvelle diapositive, un neurone ici au repos, et en dessous le même neurone lorsque des potentiels d'action sont passés, c'est-à-dire lorsqu'un message nerveux est arrivé à la fin de ce neurone. On est bien au niveau d'une synapse, on a la terminaison du neurone moteur en haut ici, la fente synaptique au milieu, et en bas, la fibre musculaire. Et on observe qu'au repos, on retrouve nos vésicules qui contiennent le neurotransmetteur nommé acétylcholine. Lorsque le message nerveux arrive, ce qu'on observe, c'est que ces vésicules, qui contiennent l'acétylcholine, vont fusionner avec la membrane plasmique du neurone moteur et libérer leur contenu dans la fente synaptique. Donc l'arrivée d'un message nerveux moteur sous forme de potentiel d'action provoque la libération des vésicules qui libèrent leur contenu, l'acétylcholine, ce neurotransmetteur, dans la fente synaptique. Et il se trouve que la fibre musculaire présente de l'autre côté de la fente synaptique possède des récepteurs spécifiques de l'acétylcholine. Donc je récapitule, arrivée du message nerveux moteur sous forme de potentiel d'action, qui provoque la libération de vésicules qui vont libérer leur contenu dans la fente synaptique. Donc ici on a libération d'acétylcholine par exocytose des vésicules dans la fente synaptique. L'acétylcholine est dans la fente synaptique et elle peut se fixer à des récepteurs spécifiques au niveau de la membrane postsynaptique, de l'autre côté de la synapse, la membrane ici de la fibre musculaire. Alors vous allez devoir, pour cette séance, analyser l'expérience suivante. À gauche, on vous présente le dispositif expérimental. On reconnaît notre neurone moteur,
On reconnaît notre muscle avec ses fibres musculaires. On a donc ici la jonction entre un neurone et une fibre. On est bien au niveau d'une synapse neuromusculaire. On dispose de 3 outils. Une électrode pour faire des stimulations électriques du neurone moteur. Une électrode pour enregistrer les réponses de la fibre musculaire. Donc, est-ce qu'elle a récupéré l'information qui venait du neurone moteur ou pas? Je rappelle que lorsque le neurone moteur transporte son message sous forme d'un train de potentiel d'action au niveau de la fibre musculaire, cela entraîne une réponse qui est également une variation de potentiel, mais c'est ici un potentiel d'action musculaire. Donc faites bien attention dans les graphiques qui sont représentés ici pour vous présenter les résultats. Ce qu'on observe comme potentiel de membrane, ce n'est pas le potentiel d'action du neurone, puisqu'on fait la mesure dans la fibre musculaire. Donc ce qu'on peut observer éventuellement, c'est un potentiel d'action musculaire. On a également une micropipette qui permet de déposer de l'acétylcholine. Dans l'expérience 1, on stimule le neurone et on enregistre la réponse de la fibre. Donc on enregistre sa réponse en variation de potentiel de membrane. Dans l'expérience 2, on ne stimule pas le neurone de façon électrique, mais on vient déposer une goutte d'acétylcholine à la surface de la membrane de la fibre musculaire, à la surface de la membrane de la fibre musculaire, et on enregistre la réponse de la fibre. Dans l'expérience 3, on fait exactement la même chose. On vient déposer de l'acétylcholine à la surface de la membrane de la fibre musculaire, mais cette fois-ci, on en dépose plusieurs gouttes. Et enfin, dans l'expérience 4, c'est quasiment comme l'expérience 2, on dépose également une goutte d'acétylcholine, sauf que cette fois-ci, au lieu de la déposer à la surface de la membrane, on injecte la goutte directement dans la cellule de la fibre musculaire, et on observe la réponse. Donc vous avez 4 expériences à analyser. Ce que vous allez devoir faire, c'est répondre à ces 2 questions. Donc, comment le message nerveux est transmis au niveau d'une synapse, et comment le message nerveux est codé lors de sa transmission au niveau d'une synapse. Je ne veux pas que vous alliez chercher des informations ailleurs que dans ce que je vous ai présenté. Pour la première question, comment le message nerveux est transmis au niveau des synapses, dans le discours que j'ai eu dans cette vidéo, j'y ai en très grande partie répondu. Donc vous utilisez les informations que j'ai données dans les diapositives précédentes. En revanche, comment le message nerveux est codé au niveau des synapses, on avait dit que dans les neurones, il était codé en fréquence de potentiel d'action. On ne sait pas comment il est codé dans les synapses, c'est l'analyse de l'expérience qui va vous le montrer. Ça, comment est codé le message nerveux transmis au niveau des synapses, cette question-là, ce sera davantage à partir des informations que vous aurez extraites et interprétées de l'analyse de l'expérience. Donc, analyser les différents documents de ce diaporama et l'expérience pour montrer comment le message nerveux est transmis au niveau des synapses et comment est codé le message nerveux transmis au niveau des synapses. Vous n'y passez pas plus d'1 heure, vous m'envoyez votre réponse. Si au bout d'1 heure vous n'avez pas terminé, vous m'envoyez quand même votre réponse, vous n'y passez pas plus de temps. Et comme d'habitude, on corrigera tout ça dans la prochaine vidéo. Bon courage!